Mesdames, Messieurs, bienvenue pour suivre notre émission Droits de l'homme et démocratie. Ce soir, nous allons débattre d'un thème d'actualité, à savoir la place et le rôle des intellectuels dans le développement économique, culturel, social, humain, j'en passe. Un thème qui a son sens quand on sait que actuellement les flux des connaissances dans le monde inondent et du coup on se dit est-ce que l'intellectuel a encore sa place? Des intellectuels qui pour certains ont renoncé à la recherche. La recherche pourtant qui devait nous amener à comprendre certains dangers qui nous guettent aujourd'hui. Au nombre d'intellectuels qui émergent, nous avons sur ce plateau le docteur Serge Ikemi, il est universitaire, il est le président du cercle de réflexion Café du Savoir. Café du Savoir, pris comme le temple du savoir. En tout cas, deux mots qu'on doit expliquer ici. Sur la base de nos questions, notre invité va nous éclairer sur ce qu'est un intellectuel, quelle est sa place et son rôle dans la société. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui l'intellectuel comme tel au Congo, en Afrique, a sa place? Vous êtes économiste, j'allais dire mieux banquier. C'est bien cela. Exact. Mais entre nous soit dit, d'où vient-il? Vous étiez habitué à compter l'argent et vous abandonnez pour aller maintenant vous occuper de l'intellectuel. Pourtant, c'était beau de toucher à l'argent. Non, cela va de soi. Oui. Mais nous pensons que les œuvres d'esprit ont plus de valeur que de l'argent. Je m'explique. Oui, allez-y. Vous connaissez un monsieur qui s'appelle certainement Nicolas Machiavel. Oui. Nicolas Machiavel est né en 1469. En 1469, et c'est en Italie, en Floride. Oui. Et ce monsieur a écrit, a publié ses idées il y a de cela 5 siècles et demi. 5 siècles et demi. Jusqu'à nos jours, ces idées restent valables. Vous avez les Platon, les Descartes, les Aristote. Leurs idées restent valables, mais on ne connaît pas les riches en termes d'argent de leur époque. Mais de nos jours, on continue à parler de ces riches en termes d'idées. Voilà pourquoi nous pensons que l'argent est aussi nécessaire, mais les idées sont notre raison d'être. Ah d'accord. Mais au juste de vous en moi, comme on dit, qui est intellectuel? Qu'est-ce qu'un intellectuel? Bon, c'est un concept bateau comme ça, mais un intellectuel, c'est un créateur d'idées. C'est parce qu'il y a un bac plus 15 pas forcément. Ça n'a rien à voir avec celui qui est diplômé. C'est vrai que pour mesurer la taille d'un intellectuel, on tient compte aussi de son cursus universitaire. Il y a certains critères comme ça, mais un intellectuel, c'est un créateur d'idées. C'est un libre penseur, c'est un observateur engagé. Chaque fois qu'il voit ce qui se passe, ça doit réveiller en lui des instincts, une créativité intellectuelle en termes d'idées. Et généralement, ce dernier n'a pas besoin d'une administration, d'être un membre du gouvernement, d'être un commis quelque part, mais c'est un rêveur en quelque sorte. C'est un fou à la limite. Il vous apporte des idées que personne ne peut mesurer l'ampleur. Vous avez l'expérience de Galilée. À l'époque, il a dit « la Terre tourne autour du Soleil ». Et personne ne l'a cru, mais on a fini par comprendre que c'est vrai. Mais il a eu cette intelligence, ce courage de l'affirmer haut et fort. Un intellectuel, c'est un créateur d'idées. D'accord. Donc on ne le colle pas au diplôme? Pas forcément. On peut coller au diplôme. On peut dire qu'un intellectuel doit avoir un minimum en termes de diplôme. Mais généralement, l'intellectualisme, c'est la créativité en foisonnement d'idées, pas seulement sur un seul domaine, plusieurs domaines. Ça peut être domaine financier, domaine philosophique, domaine politique, sociologique, un peu partout. C'est quelqu'un qui est engagé, il est courageux. Le cas des écrivains peut-être? Le cas des écrivains, mais prenez le cas d'un écrivain qui écrit que sur la littérature, oui, s'il crée des idées, pourquoi pas, il peut être considéré comme un intellectuel. Mais il faut que ces idées soient des idées
courageusement évoqués et qui peuvent susciter le débat. L'intellectuel, c'est celui-là aussi qui provoque. Qui provoque. Il crée le débat. C'est ça aussi l'intellectuel. Il a le courage d'assumer ses idées. On le verra parce que vous l'avez dit quelque part. Mais je veux comprendre, est-ce qu'un médecin, c'est un intellectuel? Un médecin, on va dire, c'est un technocrate. C'est un technocrate. Mais non, si il ajoute à sa profession, à son métier de médecin, la créativité en termes d'idées, c'est là qu'on peut dire que c'est un intellectuel. Mais s'il reste simplement un médecin, un professionnel de la médecine, sans créativité en termes d'idées, simplement parce qu'il connaît les techniques de guérir les gens, il n'est pas intellectuel. Il faut qu'il ait la dimension production en termes d'idées pour qu'on parle d'un intellectuel. Ça sont donc les critères. Les critères, vous avez le courage, vous avez la créativité en termes d'idées, vous avez le fait que quelqu'un soit en mesure de dire et de faire sans qu'il y ait une contrepartie financière. Il doit être stoïque. Il peut produire, même sans rien gagner. Mais lui, ce qu'il recherche, c'est la gloire, l'immortalisation de ses idées. Ah, d'accord, d'accord. Mais j'ai lu quelque part, par le passé, les philosophes des Lumières avaient fondé le pouvoir, non plus sur le droit divin, mais sur le savoir, sur le règne de la raison, celui qui dirige et celui qui sait. La question que je vais vous poser, docteur Ikemi, diriger, enfin, comment vous voyez aujourd'hui, est-ce que diriger que le lien entre savoir et pouvoir aujourd'hui, est-ce qu'il est maintenu encore? Pour pouvoir, on n'est pas obligé de connaître toujours. Il n'y a qu'un seul être ou une personne qui connaît tous ses dieux. Ah bon? Pour pouvoir, il suffit, je vous mets au défi, il n'y a pas un seul dirigeant dans ce monde qui peut dire qu'il a réussi parce qu'il est le meilleur, le plus intelligent de sa classe. On réussit généralement parce qu'on a une bonne équipe, un bon manager, vous avez des bons conseillers, vous avez des bons experts qui vous donnent des fiches, qui vous donnent des idées qui foisonnent et vous faites le recoupement par rapport à votre tempérance, par rapport à votre jugeote, on va dire même votre intelligence de savoir combiner ce foisonnement d'idées avec la réalité, vous pouvez être un bon manager. On n'a pas besoin d'être un professeur pour être un bon manager. Ah d'accord. Est-ce qu'un intellectuel peut être un bon politicien? Un intellectuel, généralement, il y a certains intellectuels aujourd'hui en Europe qui ont peur d'être traités d'intellectuels. Ah bon? Pourquoi? Parce que généralement, un intellectuel, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la pratique. Il n'est pas un gouvernant, il n'est pas dans une administration, il n'est pas dans une institution, mais c'est un libre penseur. Il dit des choses, même qui ne sont pas réalisables. Je vous prends un cas, on a eu un intellectuel de ce pays, M. Ngasiki pour ne pas le nommer. Nous avons présenté au Café du Savoir son livre sur l'économie au canon de l'infinitique. Qu'est-ce qu'il emmène? Il dit que le Congo, on peut mettre ça en bourse, qui est un bien de tous les Congolais, on peut mettre ça en bourse et au moyen de l'actionnariat, chaque Congolais peut avoir sa part d'action. Vous voyez que c'est difficilement réalisable, mais il prend quand même l'idée. Mais nous savons déjà que l'État émet des obligations aujourd'hui. Il y a eu le cas du Congo récemment qui a émis des obligations qui étaient une prévision de 150 milliards, mais ils ont pu amasser 192 milliards. Ce n'est pas rien. Et ça, c'est en termes de financement innovant pour pouvoir financer les projets du Congo, si vous permettez ce pléonasme. Donc, les intellectuels, c'est des rêveurs. On dirait même que c'est des fous en idées. Il les met comme ça, il ne voit pas le côté faisabilité, praticabilité de ses idées. Lui, il les met juste, il foisonne, il les met. À vous, les administrateurs, les gouvernants, de mettre en exergue ces idées. Donc, généralement, c'est des théoriciens. Il émet des théories, mais parfois qui sont difficilement réalisables, parfois c'est utopique, mais lui, il jette comme un pavé dans la mare, il crée le débat, il compte sur l'avenir pour retrouver sa gloire ou faire avancer ou positiver la société. D'accord. Oui, vous avez, je crois, lancé une boutade comme ça. Vous avez dit, par le passé, c'était le colon qui nous a colonisés.
Mais demain, ça sera le monde de l'intellectuel qui devait nous coloniser. Ça veut dire quoi, ça aussi? Merci. Je ne comprends pas quand même. En fait, nous disons au Café du Savoir que la colonisation d'hier était du colon face à nous autres, Oui. les colonisés. Oui. Mais celle de demain est une colonisation intellectuelle. La colonisation de demain est intellectuelle. Je vais vous expliquer ça en français facile. Vous prenez le cas d'un ministre. On l'appelle par son chef d'État pour une grande réunion quelque part. Lui, il doit y aller parce que le chef l'a appelé. Mais lui, il ne sait pas conduire. La voiture est devant lui. Et il téléphone son chauffeur pour dire « viens me conduire ». Et si ce chauffeur veut se moquer de lui, il peut dire « mais est-ce qu'il y aura une prime ?» Mais ça veut dire que ce dirigeant, ce chef, est maintenant colonisé par son chauffeur. Et ce dirigeant, il est colonisé comment? Par le manque de savoir. Il ne sait pas conduire et par manque de savoir conduire, c'est son chauffeur qui le colonise. Et en ce moment, vous avez le cas même d'un téléviseur. Vous voulez zapper les chaînes ou brancher un DVD ou mettre une clé USB pour suivre une émission. Vous ne savez pas manipuler. Vous appelez votre enfant, comme ça se passe souvent. Le plus souvent, ouais. Et en ce moment-là, vous êtes colonisé par votre enfant, par votre manque de savoir. Et c'est là l'illustration de la colonisation de demain qui va être intellectuelle. On peut aller plus loin sur le plan des idées plus nobles. Si vous n'êtes pas intelligent, on vous donne des milliards, vous ne pourrez pas multiplier ces milliards. Ou même des millions, vous ne pouvez pas les multiplier. Mais si vous êtes intelligent, votre émancipation économique, financière et sociale va dépendre de votre capacité à transformer 1 million ou 10 millions qu'on vous a offert en des milliards. Et ça, c'est grâce à quoi? Ce que nous disons, la colonisation de demain est intellectuelle. D'accord. Donc, apprenons, débattons, échangeons et partageons nos connaissances. Nous le verrons quand nous allons aborder le volet sur le Café du Savoir. On va peut-être boucler sur l'intellectuel. J'ai lu quelque part une phrase où on me dit « Une société sans intellectuel est comme un corps sans âme ». Qu'est-ce que ça veut dire ça? Justement, parce que les intellectuels, c'est eux qui doivent tracter la société de l'avant. Ils doivent avoir le courage d'assumer leurs idées, de pondre les idées. Et à partir de là, les intellectuels, en émettant des idées, ceux qui sont les gouvernants, qui ont la gouvernance du pays en main, ceux-là se mettent à mettre en exergue les idées que pondent les intellectuels pour faire évoluer la société. Donc, s'il n'y a pas des intellectuels, il n'y a que, on va dire, des hommes politiques qui biaisent le débat. Qui biaisent le débat, c'est-à-dire? C'est-à-dire qui ne se disent pas des vérités. Pour dire que, pour que l'on réussisse tel projet, il nous faut avoir un financement de telle taille ou de tel montant. Ils savent bien que ce projet, sans argent, ils ne peuvent pas réaliser, mais ils se mettent à dire que oui, c'est réalisable. Au fond, ils n'ont pas d'argent et c'est difficile de réunir cette somme pendant la période de crise. En ce moment-là, j'appelle ça biaiser le débat. Vous ne dites pas vrai à la population, mais c'est un débat, un langage, on va dire, démagogique. Mais l'intellectuel doit dire vrai. Même si ça choque, mais lui au moins aura dit la vérité et le reste, ce n'est pas son problème. Lui, c'est dire la vérité et libérer son intérieur. D'accord. Dire la vérité, c'est aussi dire la vérité sur certains concepts que nous allons aborder avec vous, Dr Ikemi, sur le plan économique. Oui. Généralement, on parle de pays émergents, on parle de pays pauvres, très endettés. Bon, tout ça, nous allons voir l'intellectuel, son rôle qu'il joue, mais commençons par le commencement. Quand on parle de développement économique, social, culturel, on veut faire allusion à quoi? Le développement économique, on fait allusion à la conséquence du travail. Un travail qui doit produire une croissance, une productivité. Ça peut être le travail de l'agriculture qui produit une croissance, une productivité, qui peut aboutir à l'industrialisation du pays. Cette industrialisation produit des produits manufacturés qui doivent être exportés pour faire revenir des devises dans le pays. Et lorsqu'on parle, là c'est en termes de développement économique, donc il faut une industrialisation, pas une industrie, mais l'industrialisation, le maillage du territoire national en plusieurs industries et qui doivent produire en masse
Donc une grande croissance, la production en masse qui peut arriver à des revenus, donner lieu à des gros revenus qui peuvent changer la manière d'être ou de vivre des citoyens. Et s'il y a le bien-être social, c'est-à-dire la conséquence de toute cette croissance, de tous ces revenus, fait que les citoyens se portent mieux, leurs revenus par tête, par habitant, c'est-à-dire le PIB, le produit intérieur brut ou le produit national brut, apporte le bien-être social, on peut parler du développement social. Ah d'accord. Si vous voulez le terme d'émergence économique, la différence avec le développement, c'est que vous pouvez arriver à une croissance, vous pouvez arriver à une productivité, mais qui n'allie pas à ça le volet développement, c'est-à-dire le volet bien-être social. Il y a une production en masse, mais qui n'a pas une conséquence positive sur l'être humain. Mais comment ça? Mais parce que ça peut arriver qu'il y ait de l'argent, mais qui va dans des poches. Ah d'accord, c'est pas bien redistribué, quoi, comme on dit. Il n'y a pas la redistribution du revenu de manière équitable, de manière à garantir le volet social. C'est-à-dire qu'il y ait des bonnes écoles, qu'il y ait une bonne éducation dans le pays, qu'il y ait le revenu par tête par habitant, qu'il soit décent. C'est-à-dire, généralement, on tient compte de vivre au-dessus de $1 par habitant. Ah, d'accord. Mais quand c'est en deçà d'$1 par habitant, on ne peut pas vous considérer comme un pays développé. Mais et c'est là où on parle aussi d'économie durable. Durable, oui. C'est quand on tient compte de l'existence des hommes qui existent, qui doivent bien vivre, tout en tenant compte de l'environnement et du volet social. Le volet social ici, c'est que ceux qui vivent aujourd'hui doivent vivre en tenant compte des enfants demain, qu'il y ait de l'épargne de côté. Ça, c'est le volet financier. L'épargne, on appelle ça les fonds pour les générations futures. Et vous avez également le volet protection ou préservation de l'environnement. C'est-à-dire que vous devez exploiter les richesses nationales, naturelles ou forestières, mais tout en tenant compte de demain, que ça soit renouvelé, les richesses renouvelables. N'épuisez jamais tout. Sinon, ce n'est plus le développement durable, c'est un développement ponctuel. Vous développez aujourd'hui et demain, plus rien, les générations futures n'auront plus rien. Chaque fois que l'argent rentre, il faut investir, il faut épargner pour tenir compte de demain. Et demain, c'est l'avenir, donc ce sont des enfants. Monsieur Ikemi, je veux savoir, si je veux revenir sur l'émergence, est-ce qu'on peut décréter l'émergence? Non, l'émergence ne se décrète pas. L'émergence s'obtient par le travail. Le travail, entendu il faut rallier au travail la formation. Le secteur zéro dont nous allons publier un livre bientôt, c'est-à-dire que nous pensons le secteur zéro. Il y a en économie, Phil Collins, un Écossais, lui, il a inventé 3 secteurs de l'économie. Dans son invention, voilà le rôle de l'intellectuel. Il a pensé qu'en économie, il y a 3 secteurs. Le secteur primaire, le secteur secondaire et tertiaire. Et cumuler les 3 secteurs, c'est-à-dire l'agriculture, l'industrialisation et les services ou la commercialisation, tant nationale qu'extérieure, le commerce extérieur qui rapatrie les devises dans le pays, vont faire évoluer une économie. Mais nous, dans nos recherches, nous pensons que cela est valable pour les pays développés qui sont les leurs, où tout le monde sait déjà lire et écrire. Mais dans nos pays où l'environnement est en majorité composé des illettrés, n'est-ce pas? Il y a l'illettrisme des citoyens. Il va falloir commencer par un 4e secteur, on le dira comme ça parce qu'il a déjà inventé les 3 premiers secteurs, mais qui pour nous, nous appelons le secteur 0 parce qu'il est basique. C'est la base même d'un développement d'un pays. Tant que vous et moi aujourd'hui, on arrive à parler, à s'exprimer, à lire et à écrire parce qu'on a été à l'école, à penser, à réfléchir, à penser évolution parce qu'on a été à l'école. Or, si on s'arrête seulement à l'agriculture, même l'agriculture, vous prenez un tracteur, vous donnez à une main inexperte,
Quelqu'un qui n'a pas appris, n'est pas ingénieur agronome ou qui n'a pas appris les techniques d'agriculture, il n'ira jamais loin avec ce tracteur. Et donc le secteur zéro, c'est quoi? L'éducation? Le secteur zéro, c'est l'éducation, la formation. Vous avez le logiciel mental, encore qu'ici, ce logiciel mental, vous l'avez en termes de 1 giga, 2 gigas, 3 ou 5 gigas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un pays développé sans qu'il y ait des intellectuels et dont les idées des hommes intelligents soient prises en compte. S'il y a des dirigeants ou un dirigeant, un directeur, un PDG, un ministre qui ne tient pas compte du point de vue des hommes intelligents, il n'ira jamais loin. C'est vrai, c'est lui le chef, mais il doit pouvoir écouter les techniciens. Chacun apporte, les idées foisonnent. Il dit, proposez-moi tout ce que vous voulez. Et c'est à lui d'avoir le discernement, c'est lui qui a le tableau de bord, il guide. Donc nous pensons que le secteur zéro, c'est la base pour nos pays sous-développés. On doit commencer par là. Vous prenez le Japon. Oui, mais quand vous dites on va commencer, mais il y a l'éducation, non? Je vois les élèves qui vont à l'école. Il y a un autre problème, voilà. C'est l'inadéquation entre la formation et les besoins du travail ou les besoins de l'économie. Parce qu'il ne suffit pas de former plusieurs philosophes, plusieurs historiens, je ne dis pas qu'ils sont inutiles, mais pendant que votre pays a des terres arabes, vous avez besoin de former des ingénieurs agronomes, vous avez besoin de former